sais, on se cachera pas, là, qu'on fasse de la télévision, qu'on fasse du cinéma, qu'on fasse quoi que ce soit. Il faut qu'on arrive prêt. Il faut qu'il y ait de la préparation. Tout ce qui est la préparation, c'est primordial. Pour moi, je regarde mes projets que je fais, puis je passe plus de temps en préparation. C'est super important. Bonjour et bienvenue à Cinéritage, le podcast qui place l'artiste au cœur du sujet. Cinéritage est disponible sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner, liker, partager et commenter. C'est de cette façon que vous encouragez mon travail. Merci à l'INIS, partenaire présentateur. Bonne écoute! Il y a beaucoup de cinéastes qui écoutent Cinéritage, puis ils vont chercher des conseils pour améliorer leur façon de travailler. Donc, d'accord. Je vais essayer d'aller chercher des conseils auprès de Sean. Parfait, c'est bon. Alors, Sean, bienvenue. Merci de m'avoir à ton podcast. Tu es donc directeur de la photographie. C'est bien ça. Tu as, entre autres, été le DOP donc sur, je vais nommer quand même quelques films. Plus récemment, Le bruit des moteurs, l'excellent long-métrage de Philippe Grégoire, sur lequel tu as fait un travail extraordinaire, là. Félicitations. Merci beaucoup. Vraiment. Tu as travaillé aussi sur des courts-métrages, entre autres Les petites vagues, La peau sauvage, Les profondeurs, Comme une comète, de ton amoureuse Ariane Louis XVI, que je salue. Oui. Elle t'a dit allô, je l'entends. Hey! Écoute, Sean, je suis honnêtement super contente de parler avec un directeur photo, avec toi en particulier. Je voudrais essayer donc d'aller chercher le plus possible de conseils de ta part. Ça marche. Plusieurs cinéastes décident de faire eux-mêmes la caméra. Ça arrive. Il y a toutes sortes de raisons. Des fois, ils n'ont pas le budget. Des fois, ils n'ont pas trouvé de DOP. Ils n'ont pas forcément l'expertise et l'expérience d'un directeur de la photographie. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil numéro 1? C'est une excellente question. Écoute, moi, c'est sûr que je vais tout le temps préconiser d'avoir un directeur de la photographie, non pas juste pour vendre mon travail en soi. Mais une chose, en fait, moi, j'ai l'impression que en tant que réalisateur sur un plateau, en fait, on le sait que tout se passe tellement rapidement sur un plateau, puis tout coûte cher, puis l'équipement coûte cher, les comédiens coûtent cher. C'est sûr qu'à quelque part, on veut essayer de maximiser nos journées pour essayer d'être le plus efficace possible. Donc, pour moi, ma job, selon moi, en tant que directeur photo, c'est vraiment d'être le bras droit du réalisateur. Okay. C'est de lire ce scénario-là, c'est de comprendre le scénario, puis c'est de rendre hommage à ce scénario-là par l'image. Oui. C'est sûr que pour moi, la réalisation va notamment beaucoup plus s'occuper de la mise en scène, parler avec les comédiens. Et puis, moi, c'est sûr que ce que moi, j'apporte, c'est un certain détachement aussi par rapport au projet. Autant que je le connais comme le revers de ma main, là, finalement, là, le projet, quand je commence à le tourner, au moins, ce que ça permet finalement, c'est d'avoir juste un point de vue externe de ce projet-là, puis de se rendre compte que des fois, malgré le fait que dans ta tête, en tant que réalisateur, tu voyais cette image-ci, tu voyais ça comme ça, moi, j'amène un peu, j'amène peut-être un regard frais, possiblement, je dirais, par rapport à tout ça, tu sais, puis c'est sûr que tout dépend des projets. Tu as des projets où c'est que le réalisateur est vraiment plus impliqué techniquement, qui va plus, c'est lui qui va regarder dans moi, j'ai souvent mon application sur mon téléphone là, pour cadrer les shots sur le plateau. Donc, souvent, c'est le réalisateur, lui, qui va arriver avec son viewfinder puis il va savoir exactement où placer les caméras. Tandis que tu as d'autres réalisatrices qui, eux, sont vraiment plus ouverts, libres, qui me laissent libre à interpréter un peu comment qu'on veut présenter cette scène-là. Donc, fait que ça dépend vraiment de ça dépend un peu je veux pas dire juste de l'expérience, parce que c'est pas juste l'expérience. Des fois, c'est juste à quel point qu'un réalisateur est confortable à cette idée-là. Parce que déjà, porter la casquette de réalisateur, réalisatrice, c'est quelque chose, là. C'est quand même devenir un chef d'orchestre, d'une équipe, mais de faire la caméra en plus, c'est un challenge pour eux, là. Moi, c'est sûr que, dans le sens que moi, une journée de tournage, pour moi, je ne me concentre que sur la caméra, sur l'objet, sur la technique derrière la chose, Ouais. Puis moi, ce que je veux ce que je veux offrir comme service, c'est que le réalisateur ou la réalisatrice n'est pas à se soucier du côté technique, qui puisse se concentrer sur ce qui est vraiment le plus important pour lui ou pour elle. C'est les comédiens, c'est de passer du temps avec le jeu. Parce qu'ultimement, ce que j'aime beaucoup dire, c'est que faire des belles shots, c'est facile. Conter une histoire, c'est beaucoup plus compliqué. C'est là que ça vient que je préfère que la réalisation se concentre là-dessus, puis qu'on puisse par la suite discuter puis trouver une solution à deux. L'exemple que je te cite, là, Sean, peut-être qu'on voit plus
ça en documentaire. Tu tournes des scènes à l'international. T'as pas du budget pour partir avec 6 personnes. Souvent, si tu pars à 2, t'es chanceux à 3, t'as un très bon budget. Souvent, la personne, le cinéaste part seul avec dans son sac photo la caméra, le trépied, un micro, puis tourne son documentaire. Il y en a qui se retrouvent dans des situations comme ça où ils ont finalement pas le choix, ils sont un petit peu coincés par le budget. Ces cinéastes qui partent justement tout seuls, souvent, j'entends dire qu'ils partent avec des caméras, ce qu'on appelle DSLR. Hein? Oui, ça, des caméras, surtout des caméras photo plus légères qui font du vidéo aussi. Puis de nos jours, je te dirais que c'est rendu impressionnant, en fait, la qualité de ces appareils-là. J'allais te demander justement, qu'est-ce que tu en pensais là, pour un cinéaste indépendant de se procurer ce type d'appareil? Ben, encore une fois, tout dépend vraiment de ce que tu as besoin de faire au bout de la ligne avec ça. C'est sûr qu'ultimement, pour un documentaire où le cinéaste, donc le réalisateur, veut tourner le film lui-même, la chose intéressante avec un petit appareil photo, surtout en documentaire, en fait, c'est que l'appareil est petit, l'appareil n'est pas imposant. Oui. Puis je pense que le rapport du réalisateur, de la caméra et du sujet en documentaire est super importante à soulever ici, dans le sens que une caméra vient nécessairement, vient chercher une partie de la réalité, vient interpeller les gens de façon plus ou moins agréable. Des fois, il y en a qui réagissent pas bien nécessairement devant l'appareil qui est la caméra, qui se sentent tout de suite, qui virent en personnage. Fait que d'avoir une petite caméra comme ça qui se glisse facilement dans un sac, qui sort au bon moment, au moment opportun, ça peut mettre ton sujet vraiment à l'aise, que ça soit casual quasiment. Oui, effectivement. Puis d'aller chercher une certaine vérité. Donc, moi, je pense, on a toujours eu, selon moi, ça a toujours été un enjeu d'avoir l'équipement cinématographique dans le cadre d'un documentaire avec des gens qui sont pas nécessairement habitués non plus à de l'éclairage, à une caméra, etc. Mais là, on est rendu tellement avec des caméras sensibles, petites. Il y a tellement plein d'options qui sont disponibles à cette heure. Puis, selon moi, ça fait aussi que les gens sont de plus en plus habitués à être proches de ces objets-là, d'avoir une caméra vidéo chez elles aussi. Donc, l'appareil, le côté, les rouages techniques, finalement, disparaissent de plus en plus. Oui. Puis, je pense que je pense que c'est une super bonne nouvelle, finalement, pour les documentaristes, pour les cinéastes qui veulent tout faire. Parce qu'à la base, ces caméras-là, des fois, tu fais juste la partie, puis c'est simple. Là, tu fais au bout de la ligne, des fois, encore une fois, c'est pas nécessairement tout le temps de faire des belles shots. Le but, c'est de compter une histoire. Exact. Je trouve que cet objet-là est facile. C'est plus facile, en fait, de pouvoir sortir à quelque part et de dire, hey, je compte mon histoire aujourd'hui parce que je peux le faire aujourd'hui, parce que ça nous permet finalement aux cinéastes, à tout le monde, d'être réactifs par rapport à ce qui se passe. Effectivement. Puis il y a beaucoup de modèles, ça change super rapidement. Toi, tu me dirais, je me doute de ta réponse, mais je te pose la question quand même. On a toute la famille des GH5, on a les Sony, on pense à la A7S, les Blackmagic. À tes yeux, c'est équivalent au niveau de la qualité ou tu as quand même des recommandations à faire en termes de modèles? En termes de modèles, moi, encore une fois, je pense que je suis côté plus technique des caméras photo. Écoute, je suis pas super calé là-dedans. Okay. Moi, ce que j'ai personnellement de mon côté, là, j'ai les nouveaux petits Fujifilm. Oui. Les petites caméras sont miniatures, sont toutes petites. Puis moi, c'est ça que j'ai besoin quand je fais de la photographie, en fait, là, quand je me promène, je pars en voyage, je fais tout le temps des petits trips photos comme ça. Okay. Moi, ce que j'ai besoin, c'est une caméra qui rentre facilement dans ma poche, qui se cache. Ouais, puis que j'ai pas peur de trimballer puis de pitcher un peu partout. Puis tu sais, ça arrive des fois, dans des conditions, des fois, tu la maltraites un petit peu. Celle-ci, écoute, celle que j'ai est waterproof en plus. Fait que s'il pleut, j'ai en fait weather resistant, te dirons-nous. Oui. Mais je peux sortir à la pluie, tu sais. Fait que je me sens à l'aise dans l'avoir sur moi. Fait que moi, selon moi, si le but c'est de faire un documentaire ou c'est de faire un projet personnel, ou c'est que, tu sais, moi je pense qu'il faut juste prendre la peine de voir qu'est-ce que tu as besoin de faire avec. T'as pas besoin de la plus grande qualité. Tu sais, les objectifs de nos jours là sont rendus tous très, très, très sharp, très, très efficace. C'est vrai. Tu sais, fait après ça, c'est moi ce que j'aime avec l'appareil, c'est que je trouve que dans ma main, il fit bien. J'aime les menus, j'aime il y a comme des petits knobs sur le dessus pour changer ma vitesse. J'ai l'ouverture que je peux changer manuellement sur l'objectif directement et non pas par la caméra. Donc, moi, c'est plein de petits détails comme ça, mais je pense que la meilleure façon pour de vrai, c'est d'aller dans un magasin, c'est d'aller au Lozo, c'est d'aller au Gosselin. Puis, c'est vraiment de le prendre dans les mains puis de voir comment
comment tu te sens par rapport à ça. Oui, c'est vrai, c'est un bon point, ça. Oui, il faut... C'est physiquement, l'objet est super important. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a une connexion qui se fait, la facilité. Il faut finalement, puis là, on revient un peu à discuter aussi de la réalité du cinéaste, puis du côté technique de la chose. Oui, oui. L'idée derrière tout ça, c'est d'essayer de tout tasser ce côté technique-là pour que tout ce qui reste, ce soit la création du point de vue du réalisateur, du point de vue de la direction de la photographie aussi. Oui, il y a des caméras qui sont un petit peu plus, disons qu'il faut quand même avoir une bonne connaissance pour comprendre le menu, puis comprendre aussi comment c'était l'appareil. Mais il y a des caméras, je pense à celle que j'ai eue récemment, c'est la GH5 Mark II. C'est pas compliqué, là. Elle est super performante. La stabilisation, c'est fou, là. Tu l'as à bout de bras, ça tremble jamais. C'est ça. Puis en plus, à cette heure, c'est ça. Tu as des caméras qui sont en 4K. Tu as des caméras, tu peux tourner du 24 images secondes. Donc, on aime se rapprocher aussi du côté cinématographique de la chose, tu sais, et non pas vidéo, parce que, tu sais, n'oublions pas quand même que, tu sais, c'est de la vidéo telle qu'on la connaît, tu sais, elle a eu une évolution, mon Dieu, monstre dans les dernières 15 années. Là, à quel point il y a ça 15 ans là, de faire ce qu'on fait à cette heure avec des caméras, c'était impensable. Là, tandis qu'à cette heure, tu arrives avec une caméra, il y a presque pas d'éclairage, puis tu es capable d'avoir une image qui est sensiblement bien meilleure que ce qu'elle était il y a de ça 15 ans. Fait que c'est quand même, c'est impressionnant aussi qu'on peut en arriver là. Puis je trouve ça magique l'idée qu'on peut commencer à diminuer le côté technique, justement pour se concentrer sur ce qui est important, c'est ça, c'est l'image, c'est le jeu, c'est ce qu'il y a devant la caméra. Tu achètes une caméra, si tu la veux, tu lis le manuel d'instruction, c'est important. Bien faire le tour, bien connaître l'objet, jusqu'à un point où c'est qu'à un moment donné, ça va donner une seconde nature de l'utiliser. Puis c'est là le moment magique, à un moment donné, quand tu oublies finalement que tu as un objet technique dans les mains puis tu es rendu à le contrôler de façon tu y penses même plus, quoi. Puis moi aussi, la même chose quand à cette heure, que ça soit, que peu importe la caméra que j'utilise sur un projet aussi, je pense plus au côté technique de la chose. Je pense juste au résultat que je vais pouvoir avoir au bout de la ligne. Ça, c'est le travail, exactement. Ça, c'est agréable, tout à fait. Si, mettons, tu pars en voyage avec ta petite Fuji et tu veux faire des films là-bas, bon, en termes d'accessoires, quelles recommandations est-ce que tu peux faire pour peut-être essayer d'alléger la partie de la post-prod ou je sais pas, as-tu des mises en garde à faire ou, je sais pas, n'oublie pas tel filtre ou y a-tu des musts? Des musts, écoute, moi, c'est sûr que l'appareil, mais super, après ça, l'appareil, moi, mettons mon Fuji, je suis bien content. Moi, ce que j'aime beaucoup partir avec un zoom. Donc, tu sais, encore une fois, j'aime bien être le plus léger possible. Donc, j'essaie de prioriser tout ce qui est zoom, des zooms avec une ouverture qui reste la même. Souvent, t'as des zooms un peu plus, je vais pas dire cheap nécessairement, là, mais plus bas de gamme, en fait, qui, à son plus large, a une ouverture et à son plus serré, a une ouverture plus fermée, tu sais. Puis ça peut causer certains problèmes en vidéo quand que tu décides par exemple, de zoomer in pendant une prise, tu aurais un changement d'exposition, chose que tu essaies d'éviter le plus possible. Donc, selon moi, c'est de s'équiper en zoom avec une ouverture fixe sur toute la profondeur focale de l'objectif. Fait que dans mon cas, moi, j'ai une 16-55 mm qui ouvre à T2.8, en fait, donc qui est égal à T2.8 partout. Ou je dirais plus f2.8 en photo. J'ai aussi un autre zoom plus large, c'est le même principe. Donc, je pars avec, grosso modo, les deux objectifs qui me permettent, grosso modo, d'avoir le range que j'ai besoin pour faire mon film. Une chose est importante aussi, selon je pars tout le temps avec un trépied aussi, que ce soit pour du vidéo, que ce soit pour de la photographie aussi. Ça, c'est un must. C'est un must. Selon moi, c'est un must. C'est ça, tu arrives en fin de journée, puis c'est un autre, un trépied, ça prend de la place, j'en conviens. J'en ai un bout petit ici que j'essaie de tout le temps avoir sur moi, puis c'est une affaire que tu as envie de laisser chez toi. Mais mon Dieu, que ça devient. C'est un autre bagage d'outils super intéressant qui te permettent de faire des longues expositions, qui permettent de prendre, à la limite même, je veux pas dire de faire des selfies, mais de faire de la mise en scène avec soi-même. C'est vrai. Ça permet, ça a juste une grande latitude. Ça donne plein d'outils supplémentaires d'avoir un simple trépied. Donc, moi, c'est sûr que, autant de batteries que tu peux, autant de cartes que tu peux, des bons objectifs puis un trépied. C'est bon. Puis tu es en business. OK. Oui, je pense que tu as tout ce qu'il faut là pour compter une histoire, selon. OK. Là, on s'adresse spécifiquement à ceux qui veulent devenir DOP,
Donc, j'en connais une. Elle rêve, elle est jeune, hein, mais elle sait ce qu'elle veut. Elle veut être directrice de la photographie. Puis, je trouve ça super le fun. Case départ, on commence comment? Il y a énormément, c'est une très bonne question. Il y a énormément d'écoles différentes, en fait. Tu sais, mon parcours à moi, bon, moi, j'ai fait l'UQAM en cinéma. Puis moi, dans le cadre de mes cours de direction photo à l'UQAM, j'avais Nathalie Moliavco, qui est une directrice de la photographie, en fait, qui nous a donné un cours, notre tout premier cours de direction photo. Elle a été chargée de cours pour cette session-là seulement. Puis elle me disait, on s'entendait très bien, moi, puis elle. Oui. Puis elle me disait, écoute, Sean, si ça t'intéresse, je commence à tourner une série. Ça s'appelait Toute la vérité. Dans le temps, c'est une série télévision qui jouait à TVA. Puis elle m'a dit, écoute, si ça t'intéresse, tu peux venir voir, grosso modo, comment ça marche, tu sais, voir comment que ça roule un plateau, tu sais, derrière la caméra, voir tous les départements travailler ensemble. Fait que j'ai dit, okay, pourquoi pas? Fait que moi, c'était mon été 2010, possiblement 2009-2010. C'est ça, mais finalement, moi, ce que j'ai fait, c'est que pendant un long mois, écoute, j'y allais quasiment tous les jours pour voir le monde, parler avec le monde, parler des métiers de tout le monde. Fait que là, tu commences à voir la caméra, les assistants caméra, tu vois les électros, les machinaux. Après ça, tu vois tout ce qui est le CCM, costume, coiffure, maquillage. Tu commences à voir comment tout interagit, tous ces départements-là interagissent ensemble, puis à quel point ils sont tous super importants. Écoute, ça n'a pas pris de temps par la suite que la régisseur de plateau, en fait, vient me voir puis elle me dit écoute, je cherche des assistants de production, ça te tenterait-tu de recommencer la semaine prochaine? Fait que j'ai fait pourquoi pas? Écoute, c'est une cool job d'été, mettons, faire des plateaux de tournage. Moi, j'étais encore à l'école, puis on a une session à payer, puis voilà, quoi. C'est bon. Fait que j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à faire de la régie de plateau, assistant de production, puis tu commences, c'est pas tout le temps la job la plus glam. Mettons, là, tu sais, des fois, c'est de bloquer une porte, puis tu passes ta journée à bloquer une porte, bloquer une rue. Mais à force de faire ça, à force de t'intéresser, à force de parler au monde autour du plateau, doucement, j'ai commencé à faire de la régie de plateau. Fait que. Oui, puis tu te crées ton réseau aussi, tranquillement. Exactement, c'est ça. Puis après ça, tu sais, moi, rendu là, je te dirais qu'au bout de la ligne, moi, ça m'a toujours intéressé de faire la direction de la photographie, mais je me suis jamais senti pressé non plus à sauter là-dedans. Je voulais m'assurer de bien saisir le métier, tu sais. Puis oui, il y a plein de très bons directeurs photo qui sortent de l'école puis qui s'en vont sur des plateaux puis qui font un super travail. Puis, tu sais, moi, ça n'a pas été mon approche à moi. Moi, j'ai vraiment commencé, j'ai fait 5-6 ans de régie pour ensuite faire un 5-6 ans comme assistant cam. Donc, j'étais première et deuxième assistant cam sur des projets québécois, sur des projets américains. J'ai voyagé à l'étranger avec toute la gestion de cet équipement-là qui est super importante, en fait. Mais quand tu es assistant cam, là, Sean, pour toi, est-ce que bon, d'abord, passage obligé, mais là, tu viens de me dire pas forcément, mais est-ce que c'est une école en soi, justement, quand tu fais ce travail? Moi, je pense que c'est une école en soi, en effet, parce que, tu sais, premièrement, en tant qu'assistant caméra, t'es le bras droit du directeur de la photographie, donc t'as l'occasion d'être là, physiquement là, puis de pouvoir épauler le directeur de photo dans son travail, puis surtout de voir comment il travaille, tu sais. J'ai eu la chance d'assister des grands directeurs photo, autant québécois qu'américains, puis de voir des projets, mon Dieu, se développer, puis être des fois, tu te poses des questions, de dire mais pourquoi il travaille comme ça, pourquoi il fait ça, puis ensuite de voir les résultats, puis après ça, de bien comprendre ce qui s'est passé. Tout comme le contraire aussi, j'ai assisté d'autres directeurs photo aussi qui ont peut-être un peu plus de misère, puis que tu vois les erreurs sortir, puis comme ça c'est important d'en prendre autant de ceux qui font du super beau travail, comme les erreurs que d'autres font. Puis j'ai appris énormément dans ce contexte-là, puis après ça, tu as tout ce qui est la technique, tout ce qui est l'équipement, en fait, mine de rien, si tu veux devenir directeur photo, tout ce qui est côté technique de la chose, malgré le fait que tu as envie de tout le maîtriser pour ne pas avoir à t'en soucier lorsque tu commences à créer, c'est important quand même de le vivre, ce moment-là, puis de faire, en tant qu'assistant, tu fais le focus, tu fais le foyer aussi, qui se fait pas automatiquement sur les plateaux, donc, de comprendre les lois de l'optique, comprendre comment tu peux compter une histoire aussi avec le foyer, puis d'en parler avec un directeur de
la photographie aussi, puis de se lancer la balle comme ça. C'est super important. Quand la personne décide de faire le grand saut, tu as appris ce que tu avais à apprendre, tu as fait tes classes, c'est-tu bon que la personne, elle soit quand même un brin tout équipé pour offrir justement, tu sais, à des productions indépendantes cette possibilité d'avoir déjà de l'équipement ou pas forcément? Ben, moi, je suis plus dans l'optique. Tu sais, moi, j'en ai pas beaucoup d'équipement. Tu sais, j'ai pas beaucoup d'équipement. J'ai des petites lampes. Okay. J'ai un easy rig pour mon dos, là, m'assurer que je me fasse pas trop mal au dos quand je fais de la caméra à l'épaule. Mais sinon, je suis pas vraiment équipé en caméra, en objectif, parce que, selon moi, puis je disais, moi, je fais surtout de la fiction, de la télévision, du cinéma. Donc, tu sais, je suis pas en mode documentaire. Donc, quand je débarque sur un projet, chacun de ces projets-là a des besoins et des exigences différentes. Oui. Donc, je me sentirais pas à l'aise de débarquer avec ma caméra, mes objectifs, avec mon équipement, puis de les imposer à un réalisateur ou une réalisatrice qui, elle, s'attend possiblement à autre chose comme résultat. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de s'asseoir avec le réalisateur ou la réalisatrice puis de se dire, OK, bon, mais qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que ça te tente d'avoir? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que tu vois dans ta tête lorsque tu vois ton projet? Et après ça, on discute, puis après ça, on ouvre des livres de photos ensemble, puis on regarde des films, puis on se lance des... Puis à un moment donné, c'est là, OK, bon, ben là, tu vois, OK, ben peut-être que finalement, pour ton projet, la toute nouvelle Alexa qui vient de sortir, ben c'est peut-être pas ça qu'il faut pour ton projet. Puis les bons nouveaux objectifs qui sont flambés de l'achat, ben c'est peut-être pas ça non plus. Peut-être qu'il faut quelque chose de plus petit, des objectifs plus petits, peut-être avec un look plus vintage. Ou, le but, c'est de faire de la fiction. De mon côté, à moi, je veux dire, moi, j'ai de l'équipement avec quoi j'aime travailler, une petite lampe que j'utilise tout le temps sur mes projets que j'aime, qui est super légère, puis qui est tout le temps pratique, qui peut tout le temps sauver nos fesses dans des situations où c'est qu'il faut qu'on y aille rapidement. Fait que moi, c'est juste des petits objets de même qui, avec le temps, font qu'au bout de la ligne, ça me permet d'être plus rapide, plus efficace sur le plateau. Mais moi, j'aime mieux plus être à l'écoute d'une production. Trouver en fait c'est quoi le meilleur outil pour conter l'histoire. Ben, restons avec ça, c'est intéressant, puis c'est primordial, là, ta relation avec, je veux dire le cinéaste, hein, on en parle du réalisateur ou de la réalisatrice. Oui. Le cinéaste, quel devoir est-ce qu'il doit faire au départ avant de t'approcher? Là, dans un monde idéal, OK? C'est sûr qu'il y a un scénario, il y a une histoire, il y a tout au moins une idée. Mais je veux dire, quand on t'approche, est-ce que tu aimes ça que le cinéaste ait fait comme un bout de chemin, découpage technique, storyboard, ou pas forcément, ou c'est varié? Je te dirais que c'est pas mal varié. Tout dépend de la personne, bien franchement. J'ai travaillé avec des réalisateurs qui étaient préparés comme ça n'a aucun, je veux pas dire aucun sens, parce que c'est pas le fun d'arriver sur un plateau puis d'avoir quelqu'un qui est 100% prêt, qui sait exactement où placer la caméra. Puis tu as aussi le contraire aussi, quelqu'un qui, quand moi je rentre dans le processus, qui préfère qu'on fasse ça ensemble, qu'on prenne le temps de faire ça ensemble, puis de discuter de mon approche, puis qui voit mon travail, puis qui disent, ben écoute, moi je veux un peu, il y en a qui veulent avoir mon input, puis mon input qui est très important aussi, ça, à leurs yeux aussi. Bien sûr. Fait que je dirais que t'as un peu de tout. Une chose est sûre, moi je veux dire, à quelque part, ultimement, moi je pense que en tant que directeur photo, moi, c'est sûr que j'aime ça me faire, j'aime ça me faire feeder juste un petit peu au moins, de partir de quoi, qu'il y a une direction. Puis après ça, cette direction-là, c'est là que je m'installe puis je m'adapte à ça, puis qu'on essaie d'extrapoler ça dans un projet qui va donner ce que le cinéaste imaginait, ou peut-être mieux, disons-le aussi. Moi, j'ai des réalisateurs qui m'ont dit, mon Dieu, c'est mieux que ce que j'imaginais. Mais c'est comme c'est le fun parce que en tant que cinéaste, quand tu travailles sur un scénario, quand tu travailles longtemps sur un projet, tu te fais des idées préconçues, puis c'est normal, tu es tellement proche de ça, puis des fois, tu n'as pas le recul qu'il faut. Puis moi, quand j'arrive dans un projet comme ça, ben, le recul, je l'ai parce que je débarque un peu comme un cheveu sur la soupe. Puis, ben écoute, je le lis, puis après ça, j'ai ma propre façon à moi de l'imaginer aussi, ce scénario-là. Puis moi, ce que j'aime, c'est cette première, je veux quasiment dire confrontation, parce que tu arrives avec l'idée du réalisateur, tu arrives avec mon idée à moi. C'est pas une confrontation, mais plus que, j'aime ça débattre, en fait, les choix esthétiques d'un cinéaste, puis qu'on fasse la même chose avec mes idées à moi que j'ai par rapport au projet, Fait que c'est vraiment de jouer à l'avocat du diable avec toutes nos idées comme ça, puis trouver finalement, selon moi, c'est comme ça que va émerger une bonne idée, un bon plan séquence, un bon... Est-ce que tu as tendance quand même à apprécier davantage ce type de rencontre quand tu sens que le cinéaste
comment je dirais, parle un peu plus ton langage, tu sais, parce qu'il y a des cinéastes qui sont moins, ils savent ce qu'ils veulent, on s'entend, mais ils sont moins calés en technique. Donc, c'est sûr, il va dire, ben, Sean, ici, j'aimerais ça, là, cette zone-là est nette, j'aimerais ça du flou autour, puis où ils parlent en termes de couleurs, où ils arrivent avec des images, parce que des fois, ils n'arrivent même pas à l'exprimer en mots, mais ils savent quand même ce qu'ils veulent, tu sais. Mais il y en a d'autres qui vont être très précis en disant, là, on va prendre une 200 millimètres, puis on va faire ça, puis tel mouvement. Dans quelle situation tu te sens le plus confortable? Mais écoute, moi, c'est pour de vrai, bien franchement, je vais me sentir confortable dans ces deux situations-là. OK. Pour moi, quand un réalisateur arrive et qu'il dit hey, moi, je veux la 200 mm ici, puis après, on met l'autre caméra ici. Puis moi, quelqu'un qui a une belle vision bien directe, puis que, tu sais, comme qui a sa vision, qui n'est pas nécessairement la meilleure vision, mais qui a une vision. Oui. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de compter une histoire. C'est quelqu'un qui va arriver puis qui va savoir exactement où placer les affaires. Ou du moins qu'on ait expliqué, qu'on se soit expliqué à l'un l'autre comment qu'on voulait travailler. Ouais. Après ça, quelqu'un qui, comme tu dis, qui est peut-être un peu moins calé côté technique de la chose, quelqu'un qui connaît pas tant les objectifs, connaît pas tant ça, puis ça, puis ça. Mais une chose qui est sûre, moi, c'est sûr que ce temps-là, on se cachera pas là, qu'on fasse de la télévision, qu'on fasse du cinéma, qu'on fasse quoi que ce soit. Il faut qu'on arrive prêt. Il faut qu'il y ait de la préparation. Tout ce qui est la préparation, c'est primordial. Oui. Pour moi, je regarde mes projets que je fais, là, puis je passe plus de temps en préparation que je passe de temps en tournage. Ah oui, OK, c'est intéressant. C'est super important parce qu'après ça, tu sais, quelqu'un qui peut, comme je te dis, qui arrive et qui sait exactement où aller, fine. Quelqu'un qui ne sait pas tant puis qui veut expérimenter puis qui n'est pas trop sûr, qui n'est pas tant calé techniquement, ben moi, c'est là que moi je rentre en ligne, que je rentre en jeu avec mes connaissances cinématographiques, avec mes connaissances de la photographie. On essaie de mettre des mots sur des sentiments, des mots sur cet objectif-là, je sais pas ce que ça fait, mais c'est ça, ça, c'est probablement plus une 32 à cause que ça. Puis là, on montre des exemples. Le but, c'est pas nécessairement de faire l'école à quelqu'un. Le but, c'est de parler son langage. C'est de se mettre sur la même longueur d'onde que cette personne-là. Fait que moi, ce qui me fait vraiment triper quand je suis en préparation pour un projet, c'est quand le langage que j'ai moi puis la réalisation, quand ce langage-là devient le même, quand finalement on comprend exactement que OK, un plan serré pour toi puis un plan serré pour quelqu'un d'autre, ça a deux valeurs différentes. Ça peut être deux valeurs de plans différents, mais c'est quand on réussit à être sur la même longueur d'onde puis qu'encore une fois qu'on arrive sur le plateau puis qu'on a quasiment plus besoin de se parler puis qu'on sait exactement où c'est qu'on s'en va. On fait des tests, c'est primordial. On fait des tests. C'est les tests, il faut pas hésiter non plus d'aller dans des shops de location, là, dire hey, je peux-tu voir ça? Tu sais, moi, avec mes années comme assistant cam, écoute, je commence à connaître les gens dans les boîtes de location. Puis tu sais, toute la gang chez Grande Caméra. Mais moi, je sais que je débarque là, puis je dis hey, salut Christian, est-ce que tu peux j'aimerais ça juste tester cet objectif-là, on a un projet, puis écoute, il se fait un plaisir de le faire, puis tu sais, on se fait un plaisir aussi d'en discuter puis de se lancer un peu de la balle là-dessus puis de faire des tests puis de mettre ça sur Internet puis après ça de voir ça avec le réalisateur sur un grand écran, possiblement si c'est possible. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça que tu parles quand tu dis que tu veux avoir des je sais pas moi, des focales larges plus proches? Est-ce que c'est ça? Tu sais, c'est d'arriver finalement à ce qu'on s'entende qu'on est sur la même longueur d'onde. Puis une fois que ça c'est fait, là, on peut commencer à se lancer dans la confection de l'histoire. Je pense que c'est important que la technique, une fois qu'on la maîtrise, la maîtrise, puis qu'ensuite on passe à autre chose, qu'on passe à la narration, quoi. Je pense que même une production à petit budget, on peut aisément arriver à faire cette étape justement des tests et tout, puis il ne faut pas se gêner, là. On peut aller voir des endroits de location puis leur demander de tester des lentilles ou tout ça. On peut prendre des ententes avec les gens. Je pense qu'il faut oser, il faut avoir du guts. Bien, il faut avoir du guts, mais je pense qu'assez rapidement, on se rend compte, en tout cas, moi, dans mon entourage, puis tu sais, je parle de moi-même aussi en disant ça, que si quelqu'un m'approche puis me pose des questions, ça va me faire un plaisir fou de répondre aux questions. Puis ça me fait tellement plaisir de montrer mon travail aussi. J'ai eu ça récemment sur un plateau, c'est un jeune à la régie qui me disait hey, moi j'aimerais ça faire de la caméra, comment qu'on s'y prend? Je suis comme hey, ben suis-moi, man, fais-moi, regarde. Si tu as des questions, tu me poses la question, puis gars, je vais t'aider. On va jaser, je vais t'expliquer ce que je fais, puis si ça dépend des journées, là, c'est sûr qu'il y a des journées où c'est un peu plus busy, puis ça marche pas. Mais sinon, ça me fait un plaisir, puis je sais que les gens qui m'entourent aussi, avec qui j'ai appris, se font tous un plaisir monstre aussi de m'épauler dans mon travail à moi et vice-versa aussi, Fait que moi, je pense que en effet, il faut peut-être juste prendre un peu
courage, prendre un petit peu de courage d'aller voir les gens qui font le travail qu'on aime finalement, puis de poser ces questions-là. C'est super important parce que ça se passe, c'est du bouche à l'oreille, hein, c'est ça, c'est même que ça marche, tu sais, pour moi, là, en cinéma. Puis, tu sais, moi, j'ai des machinistes et des éclairagistes que, tu sais, je me gêne pas de les appeler, de dire, hey, toi, comment tu ferais ça? Puis, si lui est sur un autre projet, moi, je suis sur un autre projet, c'est pas grave. Je lui pose la question, comment tu ferais ça? Fait que, il faut pas se gêner d'appeler les boîtes de location. Puis que t'aies de l'argent ou pas, tu sais, moi, j'en fais pas. Si c'est pour aider quelqu'un, je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour l'amour de ce que je fais, qui est de faire des films, tu sais. Donc, il faut juste pas se gêner de te poser ces questions-là. Puis même dans les shops de location, ils vont se faire un plaisir de t'aider maintenant. Qui sait, peut-être que dans 10 ans, tu vas être le plus gros client. Tu sais, fait qu'on le sait pas au bout de la ligne. Puis je pense qu'ils ont vraiment cette approche-là aussi dans les boîtes de location. Donc, il faut pas se gêner. Il faut pas se gêner, en effet. Puis, moi, mes premières chances à la caméra, ben, il a fallu que j'aille voir quelqu'un et dire, hey, moi, j'ai envie de faire la caméra, je peux-tu t'aider à faire ça? Puis, souvent, ils vont dire, ben là, si tu peux m'aider, tu peux m'aider. Okay. Puis là, on fait ça. Fait que ça a commencé comme ça pour moi aussi, tu sais. Fait que. OK. On arrive à se débrouiller aussi sur des productions plus indépendantes, tu sais, quand évidemment, ça dépend de l'histoire, mais dans le sens que t'es jamais resté coincé au niveau technique sur une production plus indépendante, plus low budget, tu sais, dans le sens que, mince, on manque d'argent, on peut pas tout louer ce qu'on veut. Tu fais appel à ton sens de la débrouillardise, j'imagine, pour arriver au résultat souhaité? Ben, c'est sûr qu'à quelque part, oui. C'est sûr que, tu sais, genre, on a tous, en tout cas, moi, j'en ai fait énormément de films avec pas d'argent. Depuis que je fais de la direction photo, j'ai commencé beaucoup aussi avant, tu sais, à faire des projets de plus bas, à bas budget avant d'avoir des films plus financés par la suite, tu sais. Comme même chose pour le bruit des moteurs, tu sais, qui à la base était un micro-budget. Puis, on a eu quelque chose comme 120 000 pour faire un projet comme ça. Puis, on a eu la chance d'aller en Islande aussi, tu sais. Fait à quelque part là-dedans, il m'a dit que la débrouillardise, il fallait qu'elle arrive vite, je te dirais, parce que, tu sais, je peux pas me permettre de gros éclairages, je peux pas me permettre de gros setups. Donc, c'est vraiment de bien découper nos journées de façon à être le plus efficace possible quand il en faut de l'équipement, tu sais. Une lampe, des ampoules incandescentes, ça peut faire la job aussi des fois, tu sais. Suffit que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Suffit aussi que le scénario, que le projet soit adapté aussi à ce genre de situation-là. Je comprends que on veut jamais se limiter, puis il y a toujours une façon de le faire aussi sans trop se limiter aussi. Fait que je veux dire, comme grosse partie du travail de directeur photo aussi, c'est d'évaluer sont où ces demandes-là avec le budget, puis des fois avec le petit budget qu'on te propose. C'est ça. Mais j'imagine que ça vient avec l'expérience aussi. Plus tu as expérimenté toi-même, comme assistant, comme directeur de prod, tu en as vu, plus tu en vois, tu expérimentes, plus c'est facile aussi, c'est comme une seconde nature. Tu vas trouver les solutions forcément. C'est ça, et ultimement, après un bout, moi, si là, maintenant, mettons qu'aujourd'hui, on me propose un horaire pour un projet en particulier, je suis capable tout de suite, assez aisément, assez rapidement après avoir lu le scénario, bien sûr, puis maintenant de voir l'horaire, de dire, OK, ben voici cette journée-là, là, puis là, vont être compliquées. Comment qu'on peut essayer de trouver une solution pour réussir à tout rentrer ce qu'on veut faire dans cette journée-là. Fait que, en effet, il n'y a pas de solution miracle, selon moi. En tout cas, du moins pour moi, c'est de l'expérience puis c'est de l'avoir fait. C'est à certains moments aussi d'avoir appris mes leçons, puis de voir à un moment donné, tu te dis, OK, ben, je vais réussir à faire ça avec cet équipement-là. Puis, ben, arrive à la journée de tournage, les choses, turns out, finalement, je sais pas, là, on a eu, entre autres, le problème cette année avec un comédien qui ne peut pas signer sa décharge COVID le matin parce qu'il tousse. Ben là, il faut qu'on soit capable de se virer de bord rapidement. Ben écoute, moi, il a fallu que je sois prête, que j'ai tout le temps certaines petites lampes prêtes dans le camion, stand-by, prêtes à jouer pour écoute, cette journée-là, finalement, on la switch de bord, on s'en va tourner là à la place. Dernière question, Sean. Oui. Un DOP, on vient de dire, c'est important, il doit connaître sa technique, il doit maîtriser la lumière, mais il doit aussi pressentir ce qui va se passer devant la caméra. Il doit sûrement le vivre, sentir tout ce qui va se passer devant sa caméra. Cette sensibilité-là, elle est essentielle dans les qualités d'un DOP? Écoute, moi, je parle à la caméra comme directeur photo. Donc, un comédien, c'est moi qui l'a dans la face. Tu comprends? Je veux dire, c'est moi qui... C'est le premier, pas nécessairement le premier contact, mais comme tu arrives sur le plateau, c'est un contact qu'on a, puis cette complicité-là entre le directeur photo puis le comédien qui va être devant la caméra est, selon moi,
très, très importante. Puis pour moi, c'est important aussi, encore une fois, pour moi, ma job, c'est d'épauler le metteur ou la metteur en scène. Oui. Donc, pour moi, si la personne devant la caméra est super à l'aise, le réalisateur, la réalisatrice va être content de ça aussi. Puis il va pas être à l'aise elle aussi. T'sais. Fait que c'est de créer, c'est de développer cette confiance-là entre toi, entre la protagoniste. Tu veux qu'elle sache aussi que le comédien ou la comédienne sache qu'elle va être bien éclairée, qu'elle va être belle à l'écran, que tout ça, finalement, c'est que le extra mile qu'on met tous, mais c'est important parce qu'elle va se sentir choyée puis elle va vouloir mettre l'extra mile elle aussi dans son jeu, savoir que ça vaut la peine, tout ça. Donc oui, cette sensibilité-là d'une personne devant la caméra, d'être prête à toute éventualité aussi, puis de se mettre dans le pot de ce personnage-là aussi. Puis tu sais, moi quand je développe un découpage avec un réalisateur aussi, j'y pose les questions au réalisateur. Qu'est-ce que tu vas lui dire à la comédienne à ce moment-là? Comment tu vas aller chercher exactement ça. En développant sur cette idée-là, à quelque part, moi, ça me permet à moi aussi de savoir quelle avenue que la réalisation va prendre, en fait, pour en arriver à un résultat en particulier. Puis moi, je vais être en mesure de pouvoir travailler là-dessus en parallèle aussi, tu sais. Fait que oui, cette sensibilité-là devant une caméra, en fait, est primordiale, en fait, là. Écoute, comme tu disais, finalement, oui, la technique, c'est super important, mais une fois que c'est compris, une fois que c'est maîtrisé, le gros challenge, c'est de la garder, cette complicité-là avec quelqu'un devant la caméra, parce que pour mon travail, moi, j'ai besoin de cette complicité-là aussi pour bien travailler. Ça se travaille dans les deux sens aussi. Là, j'ai besoin qu'on me permette dedans avec la comédienne pour l'éclairage aussi, puis qu'on puisse ultimement juste. Moi, j'aime ça avoir du fun quand je travaille sur les plateaux aussi, qu'on puisse faire des jokes, qu'on puisse mettre à l'aise. Il faut les choisir les moments, bien sûr, mais c'est tellement important, c'est une job humaine qu'on fait. Hein. Il faut quand même pas l'oublier. Puis c'est facile à oublier dans des horaires, dans les gros horaires où c'est qu'on a beaucoup à tourner en très peu de temps. Oui, puis, moi, dans mon travail, il y a de la pression. Puis moi, ce qui est important, c'est de faire OK, là, cette pression-là, gars, c'est important. Je comprends, là, mais on est ici, on a du fun. Tu as l'air de l'aimer ton métier, puis je t'écouterai pendant des heures. C'est bien gentil. Oui, mais je trouve que c'est un super beau métier. Puis, moi, ce que j'aime beaucoup de ça, c'est que ça me permet, écoute, je voyage avec mes films, je travaille avec des gens différents tous les jours, dans des situations différentes à tous les jours, avec des challenges différents. Des challenges différents, puis je pourrais pas faire autrement, j'ai l'impression. Non, je pense pas. En tout cas, non, reste à ta place, s'il te plaît. OK, d'accord, je vais faire ça. Ton travail, à chaque fois, je me réjouis de voir, mon Dieu, tout ce que tu accomplis, là, c'est merci de ta générosité, merci d'avoir partagé autant de conseils. J'espère sincèrement que tous ceux qui nous écoutent, c'est ça le but de Cinéritage, là. Il n'y a pas d'autre but, là. C'est d'aider, c'est qu'on se partage nos trucs, puis on s'encourage. Moi, je garde une chose de notre conversation, c'est ne soyez pas gênés. Ne soyez pas gênés. Non, contactez-moi, contactez les gens que vous aimez. En fait, dans le pire des situations, peut-être la personne ne répondra juste pas, mais hey, d'un coup, qu'elle répond, c'est merveilleux après ça de pouvoir avoir ces conversations-là qui sont, ma foi, super importantes. Puis c'est ça qui te fait évoluer, selon moi, en tant que technicien ou même directeur photo, réalisateur, peu importe. Là, c'est comme ça, c'est ce partage-là qui est important. Oui, c'est important, c'est vrai. Merci d'avoir consacré du temps pour nous, là, sincèrement. Merci. Merci à toi, Vanessa. C'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à nous écouter. Merci de vous abonner, liker, partager et commenter. Alors voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt et portez-vous bien.